2 jours après le coup de force des militaires au Niger, le général Abderrahmane Tchiani justifiait le renversement du président Mohamed Bazoum par une dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Qu'en est-il réellement? D'autres éléments auraient-ils pu pousser les militaires nigériens à prendre le pouvoir par la force? Nous posons ces questions au journaliste Rémi Carayol, membre du comité éditorial du site Afrique 21 et auteur de l'ouvrage intitulé Le Mirage sahélien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de revenir sur les potentielles causes qui ont conduit à ce nouveau coup de force au Niger, l'hypothèse d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger est-elle réaliste ou s'éloigne-t-elle au fil des heures? Bon, elle semble s'être éloignée ces 2 derniers jours. Elle était assez forte en fin de semaine dernière. Et puis, entre-temps, il y a eu quand même quelques éléments nouveaux. Il y a notamment le Sénat nigérian qui a été sollicité par le président nigérian, Bola Tinubu, et qui a estimé qu'il fallait pousser dans la voie des négociations et qui s'est déclaré plutôt en défaveur d'une intervention militaire. On sait que Bola Tinubu, en tant que président de la CEDEAO, mais aussi en tant que grand voisin du Niger, était à la pointe de l'activisme diplomatique depuis le coup d'État au Niger. Donc ça a quelque peu évidemment refroidi euh, euh, ses, euh, ses- sa volonté d'intervenir militairement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il a rencontré un certain nombre de notables et d'élus du nord du pays qui sont globalement défavorables à une intervention militaire parce qu'ils craignent une déflagration qui pourrait dépasser la frontière. Par ailleurs, cette intervention militaire a semblé tout de même dès le début très compliquée à mettre en place, très compliquée sur le plan pratique, mais même sur le plan symbolique. Et on l'a vu d'ailleurs, on le voit avec votre correspondante qui était sur place, il y a quand même une mobilisation populaire à Niamey qui entraînerait de potentiels risques pour les civils en cas d'intervention militaire. Au-delà de l'insécurité et de l'absence de croissance économique d'après les putschistes, qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine de ce coup de force de la part des militaires? Est-ce l'état des lieux actuel au Niger? C'est peut-être encore un peu tôt pour avoir une idée assez précise de ce qui les a poussés à prendre le pouvoir. On peut imaginer qu'il y a tout un tas de raisons, mais les raisons qu'ils ont avancées semblent relever d'explications pour justifier leur coup d'État, mais pas vraiment de cause qui les a poussés à prendre le pouvoir. Alors, il y a plusieurs versions évidemment qui sont avancées, celle d'une mutinerie quelque part de la garde présidentielle et notamment du général Tiani parce qu'il était mécontent d'une éventuelle du fait qu'il aurait pu être démis de son poste est une hypothèse. On sait de toute manière que dans l'armée du Niger, il y avait quand même de fortes dissensions. On sait que le président Bazoum était fragilisé sur cet aspect-là, mais sur d'autres aspects qui touchent à la vie civile, à la vie politique du Niger. Il était notamment très fortement critiqué au sein même de son parti. Donc il y a certainement beaucoup de raisons qui les ont poussés à agir, mais les explications avancées a posteriori par les putschistes semblent relever plus de la justification de leur coup après coup. Voilà. Vous venez de dire que Mohamed Bazoum était critiqué au sein du PNDS, le parti présidentiel. Pour quelle raison? En fait, Bazoum est un personnage qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de ce parti. Il faut savoir que lorsque Mahamadou Issoufou a décidé de ne pas éventuellement briguer un troisième mandat, ce que la Constitution lui interdisait, c'est lui qui a décidé que ce serait Bazoum son dauphin, et ça a créé quand même beaucoup de remous au sein du parti. On se souvient que Assoumi Massaoudou, qui était un des prétendants, avait très mal pris cette décision. Il se trouve que Bazoum, c'est un intellectuel qui effectivement a mené une vie de syndicaliste, de combat politique, mais c'est un intellectuel qui est issu d'une minorité au sein du pays et qui a toujours eu du mal à, on va dire, générer autour de lui un enthousiasme. Et ça vaut pour le parti comme pour l'ensemble du pays. Et depuis son arrivée au pouvoir, il a toujours dû faire avec le poids du parti qui parfois lui imposait même des nominations de certaines personnalités ou de certains préfets.
Le Niger est connu pour abriter des bases militaires étrangères sur son sol. Cette situation a-t-elle pu, d'une certaine manière, offenser l'armée nigérienne? Alors, il semble que oui, quand même, il y avait quelques dissensions, quelques critiques sur la place qu'occupait la France, notamment dans la lutte anti-djihadiste, que tout le monde n'était pas d'accord au sein de l'armée nigérienne pour cette coopération très étroite. Alors il De faut même rappeler, que Rémi Cariol, il faut rappeler que le président Bazoum était partisan de la présence française dans son pays. il l'assumait pleinement, d'ailleurs, c'est ce qui a contribué quelque part à le fragiliser aussi. Hein. Il était droit dans ses bottes sur cet aspect-là. Il expliquait que l'armée nigérienne, le Niger, avait besoin de cette aide de la France, mais aussi des États-Unis et d'autres nations, notamment européennes. Donc, il l'assumait pleinement, mais c'est vrai qu'au sein de l'armée, ça posait quelques soucis. Et puis, il y a un autre aspect qui est quand même très important, c'est au niveau de la population. Et là, pour le coup, un certain nombre d'organisations de la société civile ou d'activistes étaient vent debout contre cette présence militaire étrangère, notamment française. Et quelque part, ça permet aux putschistes, en évoquant cette question-là, de gagner en popularité en disant notamment ce qu'ils ont fait la semaine dernière, on va chasser les militaires français du Niger. Les précédents Maliens, Burkinabés ou encore Guinéens ont-ils pu donner aux militaires nigériens un sentiment d'impunité lors de ce coup d'État? Bonne question. On peut imaginer que oui. Moi, je ne suis pas dans leur tête, mais on peut imaginer que oui, très clairement. Le coup d'État au Mali en 2020 a très clairement changé la donne. Durant les dernières années, les dernières décennies, les coups d'État militaires semblaient relever du passé et il y avait une sorte de consensus. Quand il y avait un coup d'État militaire, très rapidement, une transition civilo-militaire était mise en place et elle avait pour mission principale d'organiser des élections au plus vite pour rendre le pouvoir aux civils. Depuis le coup d'État au Mali, on se rend compte que ce n'est plus le modèle. Après un coup d'État, les militaires arrivent à rester au pouvoir, ils s'imposent parfois même via la répression, et les élections sont remisées aux calendes grecques. Et à l'évidence, ça peut susciter des idées chez d'autres militaires, et c'est aussi pour ça que les chefs d'État de la CEDEAO ont réagi si vivement après le coup d'État au Niger. Très clairement, ils ne veulent pas être le prochain sur la liste des pays qui pourraient subir un nouveau coup d'État. Rémi Carayol, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation au Niger.